Chers étudiants, bonjour. Je suis le professeur Boudiaf. Donc, on continue la partie cytogénétique avec le dernier cours qu'on va aborder, c'est les maladies chromosomiques. Ces maladies chromosomiques sont la conséquence des anomalies du cariotype. Avant d'entamer les maladies chromosomiques, il faut savoir que parmi les conséquences des anomalies du cariotype, on a les avortements spontanés. C'est quoi un avortement spontané? C'est-à-dire que c'est un avortement qui survient sans cause apparente, ni médicamenteuse, ni, par exemple, la femme n'a pas subi de traumatisme, etc. Il y a la survenue de la grossesse et à partir du deuxième mois, troisième mois de grossesse, il commence à y avoir des problèmes pour qu'il y ait l'expulsion du fœtus. Ces avortements spontanés, il faut les respecter car c'est en général des défauts génétiques et dans 50% des cas, c'est dû à des anomalies chromosomiques. Donc, voyez l'importance du respect des avortements spontanés. Sur ces 50% d'anomalies chromosomiques, la plus fréquente est l'anomalie 45X0. 45X0, c'est-à-dire monosomie du chromosome X. Cette anomalie, par ordre de fréquence, est suivie par la trisomie 13, les triploïdies, les monosomies, etc. C'est-à-dire qu'on peut trouver toutes les anomalies chromosomiques qu'on a vues. Maintenant, on va passer aux maladies chromosomiques. Les maladies chromosomiques vont être subdivisées en maladies autosomiques, c'est-à-dire le problème est situé au niveau d'un autosome, ou bien les maladies gonosomiques ou bien les maladies du chromosome sexuel, c'est-à-dire que l'anomalie concerne le plus souvent le chromosome X. On va le voir aujourd'hui, c'est surtout les maladies liées à des anomalies au niveau du chromosome X. On commence par les maladies autosomiques. Ces maladies autosomiques aussi, on peut les diviser en deux grands groupes. Soit une présence surnuméraire d'un autosome complet ou d'une partie, on va parler de trisomie, c'est-à-dire qu'il y aura tout un chromosome qui est en plus ou une partie de ce chromosome, comme exemple la trisomie 21, trisomie 13, trisomie 18 et trisomie 8. Et ou bien une perte ou une délétion d'un chromosome, ou le plus souvent ici, la délétion d'un fragment chromosomique. Parce qu'il faut savoir que si on a tout un autosome en moins, c'est incompatible avec la vie en général. Comme exemple, on va voir la maladie du cri du chat ou bien délétion du bras court du chromosome 5. Pour les trisomies, on va bien sûr commencer par ce qu'on appelle la trisomie 21. La trisomie 21 ou bien le syndrome de Down, je pense que tout le monde connaît un enfant trisomique, une personne trisomique dans son entourage. C'est la plus fréquente des maladies autosomiques viables, c'est-à-dire que la personne peut vivre avec, et c'est la cause génétique la plus fréquente des retards mentaux, ou plus exactement des déficiences intellectuelles, ou bien arriération mentale. C'est la plus fréquente. Elle a été découverte par Lejeune et ses collaborateurs en 1959, c'est-à-dire que c'est l'équipe de Jérôme Lejeune qui a pu trouver que chez ces personnes qui ont le syndrome de Down, il y a un chromosome en plus, notamment le chromosome 21. Le syndrome, c'est-à-dire les signes cliniques, l'ensemble de signes cliniques a été décrit par Down au 19e siècle. Et l'espérance de vie a beaucoup évolué. Elle était, il y a par exemple 20 à 30 ans, elle était de 40-50 ans. Maintenant, elle arrive à 70 ans dans les pays occidentaux. Et même en Algérie, on commence à voir des personnes trisomiques qui arrivent à l'âge de 60 ans, etc. Malheureusement, en général, ils finissent par faire un Alzheimer qui va vraiment détériorer la qualité de vie de ces personnes. Malheureusement, ce syndrome fait l'objet d'élimination massive dans les pays occidentaux à cause du, je ne vais pas dire grâce, je vais dire à cause du diagnostic prénatal. Vous voyez ici que le chromosome 21, comme on l'a vu au niveau du cariotype, c'est un chromosome qui est assez petit. C'est parmi les chromosomes les plus petits avec le 22. C'est pour ça que finalement, on peut avoir un syndrome viable. Parce qu'il n'y a pas
beaucoup de gènes qui sont en plus. Par opposition, c'est-à-dire si on voit un chromosome 1 qui est en plus, c'est incompatible avec la vie en général, parce qu'il y a trop de gènes qui vont s'exprimer en plus. La fréquence de ce syndrome est de 1 sur 700 naissances. C'est une fréquence qui est en principe la même dans le monde entier, mais elle va diminuer dans les pays occidentaux à cause du diagnostic prénatal, donc qui va diminuer cette fréquence, qui va arriver à 1 sur 800 jusqu'à 1 sur 1000, voire même 1 sur 1500. L'incidence, c'est-à-dire le risque d'avoir un enfant trisomique, est importante aux âges extrêmes de la procréation de la femme, c'est-à-dire la femme très jeune et la femme supérieure à l'âge de 40 ans. C'est pour ça qu'en général, on a incriminé des facteurs hormonaux. On a remarqué qu'une femme de 18 ans, si elle a une grossesse, elle a plus de risque d'avoir un enfant trisomique qu'une femme qui a 25 ans. Et bien sûr, supérieure à 40 ans aussi. La fréquence, le risque d'avoir un enfant trisomique va augmenter. Les facteurs hormonaux sont incriminés, bien sûr. Des facteurs nutritionnels aussi. Les facteurs nutritionnels, parce qu'à un certain moment, on a commencé à remarquer que même chez les femmes de 25-26 ans, 27 ans, elles commençaient à avoir des enfants trisomiques. Et en faisant des enquêtes, on a vu que ces personnes-là faisaient beaucoup de régimes, donc on a incriminé des facteurs nutritionnels. Ces régimes entraînent en général des carences en vitamines, notamment du groupe B. Il y a aussi le diabète et beaucoup d'autres maladies qui peuvent être... c'est-à-dire quand on fait notre enquête, notre étude clinique, on retrouve que les femmes diabétiques, par exemple, etc., qui ont des problèmes de thyroïde, peuvent avoir des enfants trisomiques. Mais ça reste quand même des facteurs incriminés. La cause exacte de la trisomie 21 n'a pas encore été découverte. Il faut savoir que la trisomie 21 peut être aussi d'origine paternelle, c'est-à-dire le chromosome 21 en plus est d'origine paternelle, il est ramené par le spermatozoïde. Il faut savoir aussi que la trisomie 21 peut être associée à d'autres anomalies chromosomiques. On a décrit des personnes avec trisomie 21 et syndrome de Klinefelter associé. Je vous demande de retenir que devant tout enfant trisomique, le karyotype est toujours indiqué. Et ce, pour le conseil génétique. Pourquoi? Pour définir le type de trisomie et pour donner aux parents le risque d'avoir un autre enfant trisomique. Donc, toujours indiquer et j'insiste sur ça. C'est vrai que le diagnostic est fait cliniquement, dans 99% des cas, sauf dans les mosaïques, etc. Mais il reste toujours indiqué pour le conseil génétique. On va aborder le volet cytogénétique de la trisomie 21. Il faut savoir que le cas le plus fréquent, c'est la trisomie 21 libre homogène, dans 95% des cas. Qu'est-ce que ça veut dire libre homogène? Libre, c'est-à-dire qu'il y a tout un chromosome 21 qui est en plus, et homogène, c'est-à-dire que cette anomalie est retrouvée dans toutes les cellules. Cette trisomie 21 libre homogène résulte d'une non-disjonction méiotique, surtout maternelle, et l'existence, comme je l'ai dit, d'un chromosome 21 entier en plus. Dans 3% des cas, on a des trisomies 21 par translocation robertsonienne. Cette translocation, on l'a bien expliqué lors du cours précédent. Cette translocation, vous savez très bien, elle a lieu en général entre deux acrocentriques. Le 21 étant un acrocentrique, il peut être transloqué avec un 14, un 21 ou un 22 en général, les plus fréquents. Il y a à côté de la translocation robertsonienne une trisomie 21 partielle, c'est-à-dire qu'il y a juste un petit fragment du chromosome 21 qui est en plus, qui est quelque part collé aussi à par exemple un acrocentrique. Et rarement on peut trouver des translocations réciproques. Même là, on ne l'a pas mentionné sur le cours pour ne pas vous embrouiller. Et enfin, dans 2% des cas, c'est une trisomie 21 en mosaïque. C'est-à-dire quand on fait un karyotype sur une population cellulaire, on trouve la trisomie. Et quand on fait un karyotype sur une autre population cellulaire, on ne trouve pas de trisomie. L'intérêt de cette mosaïque, des fois, les signes peuvent être discrets
et on peut avoir l'espoir que cette personne aura un QI qui est proche de la normale. Parce que si ces personnes ont une population cellulaire normale au niveau des cellules nerveuses, ils peuvent évoluer normalement. Mais ça reste aléatoire. La non-disjonction méiotique. Vous avez fait la méiose déjà en première année. Vous savez très bien que lors de la méiose, il y a une diminution des chromosomes. D'abord, les chromosomes homologues en forme de X. Puis, lors de la deuxième division, chaque chromosome va se subdiviser en 2 chromatides. Il arrive, on avait dit que c'était surtout maternel, que dans l'un des ovules haploïdes, il y a les 2 chromosomes 21 ensemble. Et bien sûr, les spermatozoïdes, il y aura dans chaque spermatozoïde un chromosome 21. Donc, quand il y aura une fécondation, l'ovule fécondé, on trouvera 3 chromosomes 21. Voici un karyotype d'une personne qui a une trisomie 21 libre. Donc ici, c'est un garçon parce qu'il y a le Y et le X. Et les 3 chromosomes 21 bien individualisés. Une translocation 21 par translocation, une trisomie 21 par translocation robertsonienne. Donc vous voyez ici la flèche où il y a les 2 chromosomes 21 libres. Il y a un chromosome 21 qui est attaché à un chromosome acrocentrique qui est ici le 14. Donc, on va voir la probabilité pour qu'un parent qui a une translocation robertsonienne, c'est-à-dire il a le chromosome 13 et 21 qui sont attachés. On va voir, il y a les probabilités pour qu'il y ait le type de fécondation entre, ici, il y a le chromosome 21 libre qui est censé être dans la cellule haploïde et le deuxième chromosome 21 qui est accolé à, par exemple, un chromosome 13, par exemple, ou bien 14. Ici, c'est un gamète normal avec un chromosome 21 libre et le chromosome 13, parce que ici c'est mentionné 13, désolé. Ça, c'est un gamète normal. Donc, parmi les probabilités de fécondation, on va tomber dans cette probabilité qui est la fécondation d'un ovule où il y a 2 chromosomes 21, l'un libre et l'autre accolé au chromosome 13, et fécondation avec un spermatozoïde normal, ce qui va nous donner à la fin un ovule fécondé avec 2 chromosomes 13, ce qui est normal, mais 3 chromosomes 21, c'est-à-dire 2 libres et 1 transloqué, c'est-à-dire attaché au chromosome 13. Voilà, pour vous dire que des fois, on l'a dit, c'est pas des fois, les anomalies équilibrées par translocation robertsonienne sont dangereuses, surtout pour la descendance, et non pas pour la personne qui en est atteinte. Sur le plan clinique, je vais vous demander de retenir juste quelques informations, pas tous. Donc, à la naissance, un enfant trisomique, le faciès n'est pas très évident, parce que là, le visage est bouffi, etc. Ce qu'on va retenir surtout, l'hypotonie. C'est quoi l'hypotonie? Il faut savoir qu'un bébé, quand il va naître, il a une certaine hypertonie. C'est-à-dire quand on le porte, il a les membres inférieurs et supérieurs qui sont pliés. Il y a une certaine tonicité. Et bien chez ces bébés-là, quand on les porte, par exemple, leurs bras et leurs membres inférieurs vont être tombants. C'est ça une hypotonie. Vous allez voir ces termes plus en détail en pédiatrie. Petit poids de naissance, polyglobulie, c'est des bébés qui sont très très rouges et bien sûr certains signes dysmorphiques. C'est à partir de quelques mois que le faciès particulier va apparaître avec un occiput plat, longue protrusse, c'est-à-dire qu'elle va être à l'extérieur un peu de la bouche. Les taches de Bruchfield qu'on va retrouver surtout chez les enfants qui ont des yeux bleus, c'est des taches particulières. La brachydactylie, c'est-à-dire que c'est des mains qui sont assez trapues. Une obésité, qui est due en général à une hypothyroïdie et c'est des enfants qui adorent le sucre, donc il faut leur faire un régime très très tôt. Un retard psychomoteur bien sûr,
la fameuse ligne palmaire unique, une petite taille. Donc, on va trouver dans 40% des cas des malformations cardiaques, une hypothyroïdie qu'il faut toujours rechercher, une hyperlaxité ligamentaire, hein, donc ils peuvent faire des luxations très facilement, et il ne faut pas qu'ils fassent tous les sports où il y a une certaine, c'est-à-dire où les articulations sont très sollicitées. Donc en général, ils font surtout de la natation. On a des troubles immunitaires, Alzheimer, etc. Pour le quotient intellectuel est variable. Il est au-dessus de la moyenne, mais on peut avoir des enfants qui peuvent suivre une scolarité jusqu'au CM, jusqu'au lycée. Et même, j'ai connu des personnes trisomiques qui ont eu leur bac, mais c'était en général des mosaïques. L'enfant trisomique doit être vraiment stimulé pour améliorer son QI. D'où le travail des parents. Voilà quelques signes. Donc la ligne palmaire unique, hein, la fameuse Zahriya. Le faciès particulier avec la langue un peu porteuse, le visage ouvert. C'est des signes en général surtout d'hypothyroïdie. Le visage plat. Ici, la racine du visage qui est plate aussi. C'est un problème parce que pour mettre des lunettes, il faut une monture spéciale pour ces enfants. La main trapue. Et il y a aussi un espace entre le gros orteil et les autres orteils. Voilà, donc en gros, ça. Vous retenez pour vous. On va parler maintenant du diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal, il est recommandé à partir de 38 ans. Il est systématique maintenant. On parle même à partir de 35 ans dans les pays occidentaux. Les signes directs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on va faire un bilan biologique et on va faire une échographie. Donc si on trouve ces signes-là, on est obligé de faire un cariotype. Les signes biologiques, c'est la triade. Diminution de l'alpha-fétoprotéine, augmentation de l'HCG et diminution de l'ostriol non conjugué. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette combinaison pour qu'on dise qu'il y a un risque de trisomie 21. Échographie, qu'est-ce qu'on peut avoir? La clarté nucale, c'est des signes échographiques. C'est dû à un occiput plat et un cou court, surtout. Hypoplasie d'ISO du nez. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans les signes, il y a la racine du nez qui est plate. Et enfin, des malformations cardiaques qu'on peut retrouver dans 40% des cas. C'est-à-dire, si on trouve ces signes-là, biologiques et échographiques, échographiques, on est obligé de faire un cariotype pour le diagnostic de certitude. L'amniosynthèse, on a vu ces termes dans la pratique du cariotype, soit des cellules amniotiques, biopsie des villosités choriales, et enfin, aussi à partir de cellules embryonnaires dans le sang maternel. On a remarqué que chez toute femme enceinte, circulent des cellules de son enfant dans sa circulation sanguine. Donc on fait un prélèvement sanguin chez la maman, on va repérer les cellules embryonnaires, on va faire le cariotype. Donc c'est une technique qui n'est pas dangereuse, elle n'est pas invasive par opposition à l'amniosynthèse et la biopsie des villosités choriales où le risque d'avortement est quand même de 10%. Avant de rentrer dans la trisomie 13 ou le syndrome de Pato, je vais expliquer l'intérêt du diagnostic prénatal en Algérie. L'intérêt du diagnostic prénatal en Algérie, ce n'est pas de faire un avortement thérapeutique, parce que c'est interdit et par la religion et par la loi. Vous allez me dire, alors pourquoi faire le diagnostic prénatal? C'est surtout pour que les parents soient informés, pour les préparer à accueillir l'enfant et pour que la maman accouche dans un milieu médicalisé, c'est-à-dire dans un hôpital où il y a un service de néonatologie parce que l'enfant risque d'avoir des problèmes au moment de l'accouchement. Je répète, l'intérêt du diagnostic prénatal chez la femme en Algérie, c'est surtout pour informer les parents et pour préparer l'accouchement en milieu médicalisé. C'est-à-dire une femme qui va accoucher d'un enfant trisomique ne va pas accoucher dans une polyclinique, par exemple. D'accord? Donc, prière, retenir ces informations, c'est très important pour vous, pour votre cursus et pour votre... c'est-à-dire la suite. Désolée. Je continue. On passe maintenant à la trisomie 13 ou syndrome de Pato. Il faut savoir que, avant de commencer, que la trisomie 21, on avait dit que le plus souvent c'était une trisomie 21 libre
homogène. Effectivement, étant pratiquement le plus petit chromosome de l'être humain, on peut avoir un syndrome viable. Mais les autres, par exemple, syndrome de Pato, syndrome d'Edwards qu'on va voir tout à l'heure, en général, ils ne sont pas viables. Même si le bébé arrive à terme, il va vivre quelques mois, voire quelques jours et décéder. Mais on a remarqué que des fois, il y a des syndromes de Pato et d'Edwards qui vont quand même vivre jusqu'à, par exemple, l'âge de 19 ans, 20 ans, etc. Il faut savoir que tous ces syndromes, en général, sont des syndromes homosaïques, c'est-à-dire qu'ils ont une population de cellules normales qui a pu les aider pour survivre. Alors, on commence par le syndrome de Pato, trisomie 13, donc comme son nom l'indique, c'est un chromosome 13 qui est en plus, caractérisé par des malformations multiples et qui laisse peu d'espoir de survie après son diagnostic. Donc c'est un syndrome polymalformatif. Heureusement que c'était des cas très rares, entre 1 sur 8 000 jusqu'à 1 sur 15 000 naissances. Et 95% des fœtus vont décéder in utero. D'accord? Donc on passe. Pour la clinique, je vous dis de ne pas les retenir à votre niveau. Il faut juste, c'est pour vous, pour voir. Il y a le signe le plus important dans la trisomie 13, c'est surtout le cyclope. On aura des images, je vais vous les montrer. Le cyclope, la polydactylie et le pied beau. Okay? Ainsi qu'aussi il y a l'hernie. Okay? Vous allez le voir sur les images. Donc, c'est des yeux qui sont très rapprochés jusqu'à avoir, dans le cas extrême, un seul œil. C'est le cyclope. C'est ça le cyclope, c'est un bébé qui a un seul œil. Il y a la hernie ombilicale, avec des intestins qui sont à l'extérieur. Et la fente labiopalatine aussi, ainsi que les pieds beaux. Voilà, c'est des pieds beaux. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez retenir. C'est pour vous. Hein. La trisomie 18 ou syndrome d'Edwards, c'est un chromosome 18 en plus. Donc, mort précoce le plus souvent. Et pour, par exemple, l'enfant qui a survécu jusqu'à l'âge de 19 ans, c'est sûrement une mosaïque. L'incidence aussi, elle est assez rare. Hein. Et la majorité meurt in utero avant 6 mois de grossesse. Donc, je vous dis, quand il y a des enfants qui ont ces syndromes, qui survivent quelques années, c'est sûrement que c'est des enfants qui ont des mosaïques. Pour la clinique aussi, vous retenez la micrognathie, c'est-à-dire c'est un petit menton, une petite bouche, d'olicocéphalie. Bon, c'est un peu compliqué pour vous, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut retenir par exemple le pied empiolé. On va voir les images. Donc la micrognathie, la petite bouche. La main aussi, où il y a une flexion qui est particulière. Vous voyez, c'est les deux doigts qui vont se mettre sur l'annulaire et le majeur. Et les pieds empiolés. Les pieds empiolés. Donc voilà, c'est des signes spécifiques de ce syndrome. Pieds empiolés. Et la main qui est fléchie de manière spécifique. Je répète, vous n'êtes pas obligé de retenir les signes cliniques. Hein. C'est surtout la cytogénétique. Molosomie ou maladie du cri du chat. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un fragment du bras court du chromosome 5 qui est en moins. Pourquoi on l'appelle maladie du cri du chat? Parce que c'est un cri caractéristique dû à une malformation au niveau du larynx. Il y a une microcéphalie, c'est-à-dire une petite tête, un hypertélorisme, c'est-à-dire les yeux qui sont très espacés, un épicanthus, c'est la forme des yeux particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça vous allez le voir quand vous allez faire pédiatrie. Une hypotonie, un retard de croissance. Ici, on a une arriération mentale très importante. Je vous montre une photo pour vous dire que finalement, des fois, le syndrome, c'est surtout l'arriération mentale qui va nous alerter et le cri. C'est-à-dire le visage, des fois, on peut confondre avec un bébé normal. Il est tout mignon, le bébé, mais dommage, il a une arriération mentale.
Maintenant, on a vu les maladies autosomiques, les trisomies et les monosomies. On a pris des exemples pour chaque type. On va passer aux maladies des chromosomes sexuels. On va commencer par le syndrome de Turner qui est une monosomie du chromosome X. Donc, c'est 1 sur 5000 filles nées vivantes. Quand on dit filles, c'est-à-dire morphotype féminin, parce que ce n'est pas des personnes de sexe génétique féminin, parce que la définition de sexe génétique féminin, c'est d'avoir 2 X normalement constitués. Donc, 1 sur 5000 morphotypes féminins vivants. Ici, on a incriminé l'âge paternel avancé, c'est-à-dire un homme qui a par exemple 55 ans, 60 ans. Quand il aura un enfant, il peut avoir le syndrome de Turner, plus souvent qu'un homme moins âgé. Une étude dit que toutes les turnériennes vivantes sont obligatoirement une population cellulaire à karyotype normal, c'est-à-dire une mosaïque. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure que dans les produits d'avortement, on avait les plus fréquents, c'était le 45X, c'est-à-dire monosomie du chromosome X. Et paradoxalement, on a des personnes qui sont vivantes avec ce même karyotype. Donc, il y a des chercheurs qui se sont posé la question. Ils ont remarqué que toutes les turnériennes vivantes étaient pratiquement obligatoirement en mosaïque, même si on ne pouvait pas le déceler si les tissus où il y avait la population cellulaire normale ne pouvaient pas être prélevés. Donc, les signes les plus importants, c'est le retard staturopondéral, l'impubérisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de puberté. C'est des petites filles, par exemple, qui ont 16 ans, qui sont petites, qui ont la taille d'une fille de 8 ans, et elles n'ont pas les signes secondaires ni primaires sexuels. Hein. Donc, elles n'ont pas leurs règles, et quand on fait une échographie, on trouve une atrésie des ovaires, c'est-à-dire que les ovaires ne sont pas matures, et bien sûr, c'est des personnes qui vont être stériles. Le cou court, on va le voir sur les images, qui est particulier. Et enfin, parfois des anomalies rénales et cardiovasculaires. Le QI est en général normal, mais s'il est abaissé, il est en général discret. Donc voilà ici le pterygium coli. Donc on ne le voit pas souvent maintenant, je ne sais pas pourquoi. C'est un classique, le pterygium coli, c'est le cas extrême du syndrome de Turner. Voilà. Donc on passe maintenant au syndrome de Klinefelter. Le syndrome de Klinefelter, c'est un cas sur 1000 naissances masculines, c'est-à-dire 1000 naissances de phénotype masculin. Parce que je répète, un sexe génétique masculin, c'est avoir XY normalement structuré. Un syndrome de Klinefelter, c'est 47XXY, c'est-à-dire que c'est une personne qui a 3 chromosomes sexuels, dont 2X. Okay? Donc on a la grande taille, l'aspect gynoïde, c'est-à-dire que le bassin est plus large que les épaules. C'est ce qui caractérise en général la femme. Hypogonadisme, c'est-à-dire que les organes génitaux externes sont infantiles. Il y a bien sûr la stérilité, souvent une hypertrophie bilatérale des seins. Hein, c'est des garçons qui vont avoir des seins. Heureusement que maintenant la chirurgie leur enlève ce complexe. Et parfois aussi QI qui peut être abaissé, mais discret. C'est comme dans je pense que c'est plus fréquemment, il apparaît plus que dans le syndrome de Turner. Le karyotype qu'on peut trouver dans le syndrome de Klinefelter, bon, le classique, c'est le 47XXY. On peut quand même tomber dans des 48XXXY et 49-4XY. Donc, on peut voir plusieurs cas de figure. Et je pense, si je me rappelle bien, que plus on a de X, plus il y a l'arriération mentale avec des signes très importants. Voilà, donc organes génitaux externes pratiquement inexistants. On passe maintenant à l'homme 47XYY. Donc c'est 1 sur 1000 naissances masculines. C'est des personnes, c'est des hommes de grande taille, supérieurs à 1,80 m. En général, ils peuvent avoir une fertilité normale, mais des fois, elle est diminuée. On avait associé à un certain moment ce karyotype avec des hommes agressifs, parce que dans les années 40 ou 30, je ne me rappelle plus, ils avaient fait une étude dans une prison où ils se sont amusés à faire les karyotypes des prisonniers. Ils ont trouvé un pourcentage avec le 47XYY.
et ils se sont hâtés à conclure que c'est un signe de l'agressivité. Mais finalement, ce karyotype existe dans la population générale. Donc, c'était une étude biaisée. On passe maintenant aux trisomies X, qu'on appelle les super femelles. C'est des personnes de morphotype féminin avec, au lieu de 2X, soit 3, soit 4, soit 5X. Là aussi, plus on a de X, plus l'arriération mentale est importante. Il y a la grande taille. Il y a, on va dire, parfois la stérilité, mais on va dire souvent quand même. Hein. Ici, c'est un test de Barr où on retrouve 2 corpuscules de Barr. Donc, la personne contient a 3 chromosomes X, comme le montre ici le karyotype. On arrive enfin à l'homme XX. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'homme XX, qu'est-ce que ça veut dire? On a une personne, en général, pourquoi on va faire le karyotype? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien. On va voir, on peut avoir des personnes avec ambiguïté sexuelle, ou bien des personnes qui vont consulter pour stérilité, et quand on fait le karyotype, on trouve XX. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que pendant le crossing over, quand il y a le crossing over entre les autosomes, il y a aussi le crossing over entre le chromosome X et Y. Parce qu'il y a des fragments au niveau du X et Y qui sont semblables. En général, en principe, l'échange de gènes se fait qu'à ce niveau-là. Mais des fois, il peut y avoir des anomalies. Donc, le gène SRAI du Y qui contrôle le facteur de différenciation testiculaire va être transloqué vers un chromosome X. Donc le X, ce X-là où il y a le SRAI, s'il est transmis dans la descendance, c'est-à-dire un individu qui va porter ce X, on aura de X au karyotype, mais il aura des signes sexuels masculins. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc, les signes vont apparaître à la puberté. On aura une insuffisance de développement des testicules, une gynécomastie, une azoospermie, c'est-à-dire il n'y a pas de spermatozoïde du tout. Parfois cryptorchidie, c'est-à-dire un testicule qui est intra-abdominal. On peut avoir une ambiguïté sexuelle, je vous avais dit. Le nouveau-né est souvent déclaré garçon parce qu'il y a le SRAI qui a commencé à faire la différenciation testiculaire, donc les organes génitaux externes peuvent être évolués un petit peu. Ces personnes n'ont pas de difficulté d'apprentissage ni de comportement anormal. Ils sont légèrement plus petits que la moyenne. Donc voilà, ils arrivent souvent soit parce qu'il y a une ambiguïté, soit parce qu'ils ont en général une stérilité. Maintenant, on a fini avec les maladies qui sont dues au chromosome sexuel. Vous voyez ici que ça concerne surtout le chromosome X. On va passer au syndrome microdélétionnel. C'est-à-dire ici, c'est les syndromes qu'on peut détecter avec le karyotype à haute résolution seulement. Karyotype normal, standard va revenir normal. Ces syndromes vont nous donner l'association d'une triade qui est un retard mental, une dysmorphie avec des malformations de différents organes et des troubles du comportement. La délétion va concerner un fragment de chromosome qui est inférieur à 5 mégabases, donc comme je l'ai dit, qui n'est pas visible sur un karyotype standard, et elle est le plus souvent de novo, c'est-à-dire elle va apparaître chez l'enfant, l'anomalie n'était pas chez les parents. La microdélétion est décelable par l'utilisation des techniques de haute résolution ou bien sûr par la cytogénétique moléculaire, notamment la FISH. On va voir 2 exemples. Il y aura le syndrome de Williams-Burren. C'est une maladie génétique rare par rapport par exemple à la trisomie 21, caractérisée par des malformations cardiaques, une sténose aortique supravalvulaire le plus souvent, et 75% des cas, il y aura un retard psychomoteur. Une dysmorphie du visage évocatrice, on va voir la photo, et un profil cognitif comportemental spécifique. Je ne vous demande pas bien sûr de retenir les signes, c'est pour vous. Il faut retenir surtout la cytogénétique, c'est-à-dire que ce syndrome de Williams-Burren, la cause est la microdélétion chromosomique située dans la région du bras long
du chromosome 7, région 1, bande 1, sous-région 2, sous-région 3. Voilà une photo de ces personnes-là qui ont un faciès particulier. Le plus grave, c'est surtout s'il y a des signes cardiaques et l'arriération mentale. Deuxième type de maladie microdélétionnelle, il y a le syndrome de DiGeorge, qu'on appelle aussi syndrome vélo-cardio-facial. On l'appelle aussi microdélétion 22q11, c'est-à-dire microdélétion au niveau de la bande 1 de la région 1 du bras long du chromosome 22. On a dans 75% des cas une anomalie cardiaque de type conotroncale, donc je vous épargne les détails, vous n'êtes pas censé les retenir. Il faut juste savoir qu'il y a des anomalies cardiaques spécifiques et des anomalies de la partie supérieure de la bouche, qu'on verra sur un schéma. Ces anomalies vont correspondre sur le plan embryologique à une dysgénésie, c'est-à-dire un défaut de développement des 3e et 4e arcs bronchiaux. Vous vous rappelez un peu de l'embryologie? Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des troubles biologiques. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'hypocalcémie en rapport avec une agénésie parathyroïdienne, parce que vous allez le faire en histologie, embryologie. Je pense que vous l'avez fait en première année, je ne sais pas, en embryo, que la parathyroïde, elle est originaire, elle va dériver des 3e et 4e arcs bronchiaux. Donc, on avait dit qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc, la parathyroïde ne va pas évoluer normalement, ce qui aura pour conséquence une hypocalcémie. Il y a aussi l'hypoplasie thymique, parce que c'est là aussi le développement embryologique du thymus dépend de ces arcs bronchiaux. On aura donc un déficit immunitaire congénital. Et bien sûr, 90% de ces microdélétions vont apparaître de novo, c'est-à-dire que c'est le seul enfant qui va être atteint. Pour dire aux parents qu'ils peuvent avoir d'autres enfants qui peuvent être normaux. Voilà l'image de la déformation au niveau du palais du bébé qui est atteint du syndrome de DiGeorge. Voilà, je vous remercie. J'ai insisté sur les points essentiels. J'espère que ça a été très très clair. Et bien sûr, vous avez mon email si vous avez n'importe quelle question. Mais s'il vous plaît, j'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui m'envoient des questions directement. Ils demandent la réponse alors que toutes les réponses sont au niveau des cours. Je vous remercie.